Fourrier. Bonjour. Dieu m'étonnera toujours vient de paraître aux éditions Dialogue. Ce livre est le récit d'une retraite dans un monastère de la Chartreuse. Justement, d'où naît ce besoin, cette envie d'isolement, de quiétude qu'offre un tel séjour? Au départ, il y avait eu le film Le Grand Silence du cinéaste Philippe Groening, qui était paru en 2006, que j'avais vu, un film de 3 heures sur la Grande Chartreuse de Grenoble. Et ce film me trottait dans la tête. Je m'étais promis qu'un jour, je vivrais une expérience similaire. Et un jour, j'avais fini d'écrire Les Silences de la guerre. Tout le brouhaha autour du livre s'était un petit peu atténué. Je me suis dit, c'est le moment d'aller me retirer. Et donc, j'ai décidé de fuir la ménagerie humaine, vivre une expérience de pureté et me mettre au net avec moi-même, avec mon âme. Donc, j'ai cherché et j'ai trouvé cette chartreuse qui avait été abandonnée par les moines, trop peu nombreux, qui avaient rejoint la Grande Chartreuse de Grenoble. Et j'ai décidé de partir 10 jours là-bas. Alors justement, un monastère, comme vous le disiez, abandonné, mais qui reste empreint de l'esprit divin. Pour une incroyante, qui recherchiez-vous? Alors, est-ce que je suis vraiment une incroyante? Je me définirais plutôt comme une malcroyante. Je ne suis pas une athée, ça c'est sûr, parce que j'ai été une enfant croyante, pensionnaire à 10 ans, à la messe, à Jeun, à Kerstirs du reste. Je dis que j'ai changé mon fusil d'épaule et adulte, je ne crois plus en Dieu, mais je demande à Dieu de croire en moi. C'est à lui de croire en moi. Et si besoin, à moi de le faire advenir si par hasard il n'existe pas. D'être digne de quelqu'un que j'essaie de faire advenir. Donc je ne suis pas allée là-bas en athée, je suis allée là-bas peut-être en malcroyante pour essayer de devenir une bien-croyante. Je crois que je n'y suis pas parvenue. Mais ayant chassé Dieu de mon esprit adulte, il y a une béance qui est restée, que j'essaie de combler avec tout ce que je vis, l'amour, l'art, enfin les choses de la vie quotidienne. Et je suis allée là-bas pour retrouver ce fond souterrain de mon être d'une manière banale, en sachant bien que ce fond souterrain est le même pour nous tous. Nous vivons tous, nous ne savons plus ce que nous valons parce que nous vivons dans un monde superficiel, mais dès qu'on se retranche au fond de soi, on retrouve d'une manière souterraine une fraternité qui n'est plus une fraternité de bavardage. Donc je savais qu'en allant là-bas, d'une manière souterraine, j'allais retrouver le fond commun à l'humanité, à nous tous. Vous égayez votre recueillement d'un érotisme délicat. Ce chartreux qui habitait la chambre dans laquelle vous logez fait naître en vous des désirs un peu charnels. On a le sentiment d'une véritable liberté d'être, de vivre et par conséquent d'écrire. Est-ce la vérité? Oui, le paradoxe, c'est qu'évidemment, la Chartreuse, c'est un monastère masculin. Et moi, j'arrive là, je déboule là en tant que femme. Et je ne peux pas oublier que je suis femme. Donc je dors dans le lit du Chartreux en me disant, tiens, il y a une bosse sous mon dos, le Chartreux aussi l'a senti. Je chausse, moi qui fais du 37, je trouve dans son atelier de menuiserie des bottes pour faire du jardinage, c'est du 43. Donc vraiment, j'emboîte le pas à un homme et je m'interroge sur cet homme. Donc je suis très sensible à tout ce qu'il a vécu. Son jardin qui est un peu en friche et que je décide de nettoyer. Bon, et je suis admirative devant des fraisiers, devant des iris bleus qu'un homme a planté, qu'un athlète de Dieu a planté. Et donc, je suis pleine d'admiration devant ce chartreux qui s'est retiré du monde, ce à quoi il est resté fidèle du monde dans ce jardin, dans cette manière de vivre, la sobriété, la frugalité de sa vie. Et bien sûr, arrivant là avec, en tant que femme, un érotisme né, un érotisme qui touche à l'agapé. Mais qu'est-ce que l'érotisme? C'est le corps qui monte à la tête. C'est la différence avec la pornographie qui est l'encéphalogramme plat. L'érotisme, c'est la spiritualisation du corps. Donc j'arrive avec mon corps de femme, il fonctionne comme il fonctionne, et je spiritualise tous mes sens féminins dans la foulée de cette démarche qui était celle du Chartreux. Donc je tombe amoureuse littéralement du Chartreux. Je m'éprends de cet homme-là
peut-être à tort, mais dans un esprit un peu divin, dans un esprit de jeu, de séduction, de spiritualisation du corps. Vraiment, voilà, je pense que l'esprit et le corps ne sont pas séparables. Même si le Chartreux a dépassé ça, moi je suis encore une fille de Chateaubriand et du génie du christianisme, donc je suis encore dans le conflit entre la chair et l'esprit et j'essaie de les harmoniser. Dévoilerai-je un jour ce que je vis à la Chartreuse, me disais-je. Oui, non, non, oui. Quand avez-vous su que vous écririez et publieriez ce livre ? Je maîtrise la plume. Bon, il se trouve que c'est un don que j'ai reçu. J'aurais préféré savoir chanter, j'aurais préféré être une diva. Bon, il se trouve que c'est la plume que je maîtrise. Hein. Donc, j'avais un cahier posé sur la tablette qui me servait de bureau devant la fenêtre et je prenais des notes. Et quelles notes prendre ? J'observais ce qui était devant ma fenêtre, à savoir un sapin. Rien n'est plus semblable, rien ne bouge moins qu'un sapin. Or, chaque jour, le sapin prenait une nouvelle figure. Donc, je notais mon regard sur ce sapin. Et comment le faire en prose ? Non. C'est au retour de la Chartreuse que j'ai écrit de la prose. Tant que j'étais là-bas, comme j'étais dans un monde, dans un milieu hautement poétique, ce sont des poèmes qui me sont venus. Et c'est le haïku, cette forme de poésie que j'ai découverte il y a des années, 7-8 ans, et que je travaille, que j'ai beaucoup travaillé, en particulier à la Maison du Japon. Et donc, ça me paraissait très bien convenir à ce paysage kaléidoscopique que j'observais physiquement et que je transcrivais, que je traduisais mentalement. Voilà. Donc, il m'est venu des haïkus là-bas, cette espèce de respiration émotive qu'est le haïku. Et au retour, je ne savais pas si j'allais écrire. Non, je n'avais pas le projet d'écrire. Quand j'étais là-bas, je n'avais pas le projet d'écrire. C'est au retour, en relisant mes notes et quand le brouhaha autour des silences de la guerre s'est atténué, j'ai relu ça et je me suis dit, il faut peut-être que j'écrive ce livre. Parce qu'il y a des gens qui voudraient vivre ça, qui ne peuvent pas le vivre parce qu'ils n'ont pas le temps, les moyens, qui ne peuvent pas s'offrir le luxe de partir 10 jours, mais qui peuvent peut-être tirer quelque chose de ce que moi, je vais leur transmettre. Comme j'ai tiré quelque chose du film Le Grand Silence. Donc je me suis dit, je vais leur donner à lire ce que j'ai vécu. J'ai choisi des moments forts. Il y a 25 chapitres qui sont des moments forts de mon séjour. L'atelier de menuiserie, la danse, le jardin, la messe, des moments très forts. Et je me suis dit, c'est ça que je vais transcrire, mais dans un livre très construit, où les haïkus entreront en résonance avec la prose. Le haïku étant un peu comme une larme de cristal posée sur le rythme allongé de la phrase en prose. Tout ça entre en résonance, voilà. Le haïku vient condenser ce qui a été développé dans la prose. Et j'ai bâti mon livre comme ça, comme un poème supérieur, parce que le lieu exigeait que ce soit de la poésie supérieure. C'est quand même un lieu divin, un ermitage. C'est pas un monastère habituel avec un réfectoire, une vie commune, c'est la solitude complète dans un ermitage. Quelle empreinte ce séjour laisse-t-il en vous ? Parvenez-vous, du coup, aujourd'hui, à mettre à distance plus de choses ? Oui, parce que je dis volontiers que ce livre m'a écrite complément d'objet direct, plus que je ne l'ai écrit. Parce que je crois que ça s'est passé en août 2011, c'était en plein été, donc il faisait chaud, c'est pour ça que j'étais quasi nue à chausser des bottes du Chartreux dans le jardin. Ce livre continue de m'habiter. Il ne se passe de jours, que dis-je, d'heures, depuis ce séjour, depuis août 2011, où je ne suis habitée par ce séjour. Il m'a complètement transformée. Il m'a aidé d'abord à mettre à distance tous les événements, le grouillement des événements non-événements qui nous laminent, cette espèce de monde artificiel d'aujourd'hui qui nous pompe, qui nous lamine, qui nous écrase, parce que nous valons beaucoup plus
qu'est-ce que nous croyons. Or, le monde actuel nous empêche de prendre la mesure de ce que nous valons. Donc, le retrait dans un ermitage permet ça, permet par la distance de prendre conscience de ce que nous valons. Et ce que nous valons est beaucoup plus grand que le monde extérieur. Et c'est ça ce que j'ai retiré le plus de mon séjour là-bas. J'ai retiré cette idée, d'abord que l'allégresse peut se mêler à la mélancolie, parce que là-bas c'est tristesse et beauté, tout est merveilleux, mais tout est en même temps très très ardu, très triste un peu aussi. Mais le sentiment qu'on est plus grand que ce que le monde nous laisse croire qu'on est. Et ça c'est fondamental, donc c'est ça que j'ai voulu partager surtout.